On a donc assisté à 2 Game 7 assez incroyables dimanche soir. Les Knicks se sont fait battre à domicile, il n'y avait plus de carburant, c'était terrible. Les Pacers sont allés faire le coup, puisque on le sait, hein, gagner à l'extérieur sur un match 7, c'est très 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 rare. Regardez les codes côté Winamax, où les Celtics sont les grands favoris, on va en parler dans quelques instants. D'abord le Game 7, Erwan, je veux qu'on s'en arrête là-dessus. Victoire 130, 120, 108. Franchement, on était très déçus hier que les Knicks ne soient plus en capacité, en fait, juste de défendre une dernière fois, je sais pas, leur entre, tout simplement. Tu veux commencer par les Knicks? J'ai envie de commencer par le match 7. Oui. Moi, j'ai envie de commencer par le fait que Indiana a réalisé un match exceptionnel. Voilà. Indiana a réalisé un match exceptionnel. Et j'ai une question pour Nico, j'ai une question pour le chat, j'ai une question pour toi. C'est, cite-moi un mec qui a été moyen à Indiana hier. Je parle pas de pas bon. Juste moyen. Ils ont tous été magnifiques. Ils ont tous été bons. Voilà, profondeur de banc, coaching, les starters. D'ailleurs, les remplaçants, d'ailleurs, Haliburton rend hommage au banc des Pacers en disant qu'ils ont certainement le meilleur banc de la ligue. Honnêtement, je peux l'entendre. Donc, avant d'aller sur les Knicks, moi, je veux d'abord rendre hommage à cette équipe des Pacers qui réalise un match d'exception, quasi à 68% en première mi-temps. Ils battent un record de pourcentage d'adresse sur un match de play-off, dans un match 7, au Garden chauffé à blanc. Parce que oui, hier, les Knicks n'existent quasiment pas dans ce match-là. Et il y a des circonstances, si on peut parler de ce que tu veux. Mais moi, j'ai vu une équipe qui a abordé ce rendez-vous-là, mais comme il fallait le faire, des deux côtés du terrain, et qui a marché sur l'eau. 130 points inscrits, donc à 53 sur 79 au tir, 67% au tir au global. Tu as raison, c'est un record dans l'histoire de la NBA. Non, depuis 30 ans, avant Indiana a réalisé certainement la plus belle performance de ces playoffs-là. T'en dis quoi, Nico? D'abord, crédit à Indiana, en même temps, quand tu gagnes un Game 7 à l'extérieur, c'est normal. Oui. De toute façon, les circonstances, leur boulot, c'était pas ça. Leur boulot, c'était d'aller là-bas et de gagner le match. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été très bons. Haliburton a été très bon. Il y a un mec, courtside, qui a chauffé Haliburton dès le début, qui parlait mal à Haliburton, courtside. Et donc, ça l'a chauffé. Il a été très bon derrière. Donc, non, Siakam, on n'en parle pas beaucoup. Souvent, on l'oublie. Mais ce mec-là, il a fait une série de fous. Turner très bon, enfin tous les role players, chacun dans son rôle, dans ce qu'il devait faire, l'a fait parfaitement bien. C'est tout. Ton rôle c'est ça, je le fais bien. Toi, tu le fais bien. En fait, chaque mec qui est rentré faisait son rôle aussi. Donc voilà, ils ont été parfaits. Carla, il est en train de prouver que c'est un très bon coach. Ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Et puis non, mais félicitations à eux. Ils ont été magnifiques, on le dit, leurs 5 majeurs, ils sont tous à 17 points ou plus. On pourrait tous les citer, on prendra le temps un petit peu tout à l'heure. Mais tu as raison de dire qu'ils sont... Tu sais, on a parlé pendant toute la saison de la fenêtre pour les Knicks. On disait, il y aura une fenêtre pour aller en finale de conférence. C'était clairement une fenêtre lorsque tu as l'avantage du terrain dans un deuxième match, dans une demi-finale de conférence, que tu as le match 7 que tu reçois. C'est clairement une fenêtre pour aller en finale de conf. C'est clairement Indiana qui s'est engouffré dans une conférence Est qui est décimée, les Sixers, les Bucks, etc. Mais c'est pas du tout le souci de ces équipes-là qui payent chèrement leur peau. Personne n'aurait pu imaginer que cette équipe aille en finale de conférence en début de saison. En attendant, ils font une finale d'in-season tournament, ils récupèrent Siakam et ils vont en finale de conf. Bravo messieurs. Hein. Grand bravo à eux. Ils ont même rectifié le tir un petit peu défensivement, je trouve, sur la deuxième partie de saison là en playoff. Alors ça reste, c'est pas les bad boys de Détroit, hein, mais je trouve qu'ils sont capables quand même de mettre des séquences défensives. Ce qu'apporte Aaron Naismith, c'est défensivement c'est très très sérieux avec McConnell aussi. Ce que Miles Turner, Pascal Siakam défensivement aussi. Non, c'est une équipe qui déjà en attaque était très forte, mais qui a su rajouter un petit peu de défense à tout ça. Non, bravo. C'est une belle construction, une très belle saison d'ores et déjà pour eux. Bon, on revient au Game 7. Il y a quand même un sentiment, c'est que dès les premiers instants, on voit que les Knicks n'ont aucune énergie pour défendre et qu'en fait, on sait rapidement qu'il n'y aura rien. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a? OG Anunoby a tenté de jouer. Moi, j'ai vu des gars vaillantasses. Viens, on commence par ça. Donc, les Knicks aujourd'hui, c'est ça. Tu arrives sur un match 7, mais qui c'est cet homme-là? Qui est Tom Thibodeau? Qui sont les dirigeants des Knicks? OG Anunoby, hier, ils nous font toute la truc, il va pouvoir jouer toute la journée sur les réseaux. Je me dis, putain, cool, Anunoby, il joue. Il met son premier tir à 3 points. Il met 2 tirs. Ouais. Mais le premier, il met, je fais, il faut aller. Anunoby, il est là. Et là, je le vois replier, je fais, putain, d'accord, ok. Le mec peut pas jouer. Alors, il a le talent, la classe d'en mettre un deuxième. Mais on fait jouer des mecs dans ces états-là? On les met sur les terrains?
Parce que c'est les playoffs, non? Non, mais c'est pas les C'est playoffs. pas ça que t'as envie de voir? Non, ça, c'est pas les playoffs. Ça, c'est pas les la playoffs. blessure qu'il avait, Ananobi, moi, je l'ai eu au mois de février. Non, mais c'est Et pas les alors? C'était 3 semaines. J'étais à 3 semaines. Mais c'est pas les playoffs, ça. C'est C'est les abattoirs, ça. Ah ouais. Je savais pas que le Madison Square Garden, c'était devenu un abattoir. En fait, il aurait pu se péter pour l'année prochaine, c'est ça que t'es en train de me dire. Faut être débile. Faut être débile. Tout le monde sait qu'il pouvait. Là, tu le vois courir, tu fais bon, bah, Kiki, désolé, bravo. C'est ce qu'ils ont fait, il a joué 5 minutes. Hein. Mais même 5 minutes, il est même à l'échauffement. C'est. Il est allé sur le terrain contre l'avis des médecins. C'est ce qui est sorti. Maintenant, encore une fois, la résilience. Bravo, Brunson qui se fracture la main, c'est un délire. Sur un ballon perdu parce qu'il est cramé, parce que et le plan des Pacers, il était fantastique. Moi, j'ai vu le match 1 d'entrée au bout du premier quart-temps, j'ai fait si ça va en 7 matchs. Dans quel état les Knicks vont finir? Bon, ben voilà, t'as compris. Ils ont fini cramoisis. Et avant, déjà, même que Brunson se casse la main, il était déjà dans le rouge terrible. Ils les ont usés physiquement. Maintenant, oui, Brunson qui se casse la main, c'est la faute à pas de chance. Oui, Anunoby, c'est la faute à pas de chance. Oui, Josh Hart qui prend un coup dans les côtes, qui est très diminué, c'est la faute à pas de chance. Randle. Oui, Randle qui fait un plongeon, là, Ed Warner dans un défenseur. Mitchell Robinson. Ouais, Mitchell Robinson, parce que Joel Embiid. Oui, Nicolas Batum qui met un plaquage à Bogdanovic qui lui tend la cheville. Oui, Nicolas Batum, tu as blessé un joueur. Arrête. Donc oui, ça c'est la faute à pas de chance. Mais comment chaque fois ça arrive? Et honnêtement, je suis pas médecin, ça se serait. Mais comment chaque fois cet homme qui s'appelle Tom Thibodeau se retrouve avec des effectifs décimés comme ça, avec des mecs fracassés. Et puis on va aussi parler du jeu parce que. On va d'abord poser une question à Nico. Non mais pas pour ça. Ah pardon. Depuis hier, il y a une espèce de deux camps là entre les fans des Knicks qui disent merci à cette équipe, ça a été fabuleux, l'équipe est attachante, et puis il y a d'autres qui peut-être ont un peu plus de recul et qui parlent du fait que Thibodeau tire trop sur ses joueurs, il y a beaucoup de stats qui ressortent, qu'en fait c'est photo pas de chance, Erwan vient d'en parler. Donne-moi un petit peu ton avis toi sur cette équipe des Knicks, attachante, oui, mais à qui il manque des choses pour passer un deuxième tour de play-off. Il manquait beaucoup de joueurs quand même. Il quand même manquait pas. Enfin, il te manque pas des petits joueurs. Bogdanovic qui te met 15 points par match. Il te manque ton backup center qui est quand même aussi starter en début de saison. Il te manque un All-Star. Il te manque qui d'autre? Anunoby. OG qui est ton 3&D glue guy, le mec peut-être le plus important de ta team. Enfin, il manque quand même 4 joueurs clés. Hein. Donc, c'est la faute à pas de chance aussi quand même. Ils sont complets. Ils ont des grandes chances de battre Boston derrière également. Tu vois? Donc, il y a quand même ces circonstances-là. Allez, pourquoi après, est-ce que c'est la faute à pas de chance? Est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est... Tu dis quoi, toi, par rapport à ça? C'est quoi ton avis de joueur, tu vois? Non, mais est-ce que tu dis la même chose? Regarde, Giannis, Dame et Middleton se blessent. Est-ce qu'on dit on a le même traitement sur Doc Rivers on dit qu'il use ses joueurs? Non. Et pourtant, c'est les trois meilleurs joueurs de la team qui se pètent. Donc, Pat Bev se pète la main. Il joue avec une main fracturée. Donc, tu peux dire la même chose pour Milwaukee également. Et pourtant, tu dis pas la même chose de Doc Rivers qui tire trop sur ses joueurs. Donc, du coup, c'est c'est quoi? C'est vraiment l'image que le public a sur Tom Thibodeau? Par rapport à Doc Rivers ça part de Chicago et Clio. Voilà, la grande différence, c'est que tous les mecs passés par les Bulls à l'époque d'E-Rose, on les a vus derrière. Donc il a cette réputation, elle est peut-être dure, elle est peut-être injuste. Ce qui est sûr, c'est qu'il tire sur les mecs. Ça, c'est une certitude. Il tire sur les mecs, mais Liu Holden nous a expliqué qu'en fait, quand t'es joueur pour lui, et ça se voit, les mecs, ils kiffent. Ce que fait Josh Hart, on retrouve ce que faisait Kirk Heinrich pour lui, dans l'envie, ce que faisait Liu Holden, ce que faisait Joaquin Noah. Les joueurs adorent jouer pour lui, parce que déjà, quand t'es joueur, souvent tu te plains, le coach, il joue pas assez. Là, quand t'es dans les petits papiers, tu joues. Quand t'es dans les 7 de Tom Thibodeau, tu sais que tu vas prendre des minutes. Mais moi, je vois honnêtement, ce débat, Tom Thibodeau, il casse des joueurs et tout. Franchement, ce débat, il me saoule un peu. C'est pas là ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse chez Tom Thibodeau, c'est sa philosophie de jeu. C'est que c'est d'une simplicité rare. Et c'est que jouer déjà avec des rotations ultra réduites, ça ne marche pas. Même si tu es au complet, parce qu'il réduit ses rotations. Quand on voit Alec Burks, finalement, qui rentre parce qu'il y a beaucoup de blessés et qui arrive à mettre des 17 points, des 20 points, je me dis, mais pourquoi tu ne donnes pas des minutes un petit peu plus pour amener de la récup, pour faire souffler tes joueurs, pour amener aussi peut-être des dangers un peu différents? Curieux. Quand ton plan de jeu, c'est Brunson,
Brunson, pick and roll Brunson, pick and roll Brunson, ils font prise à 2 sur lui, sur des remises en jeu, il n'y a pas un queumé qui revient pour remonter la balle. Les gens te diront qu'il n'y avait pas Randle. Voilà, donc il a une vision ultra simpliste pour moi des choses qui m'interroge pour la suite. Voilà, qui m'interroge pour la suite. Il va y avoir un été. Il va être prolongé pour 10 millions de saison. Il va être prolongé et c'est normal. Honnêtement, je pense, par rapport à il a quand même remis les Knicks sur la carte. On vit des moments de play-off. Autant les 2 derniers runs de play-off m'avaient un peu frustré, je ne m'étais pas enflammé. Là, vraiment, je me suis enflammé avec une vraie identité. Mais là, il va falloir que lui, dans le jeu aussi, il propose autre chose. Oui, il manquait Randle, mais dans la création, mais Randle, on sait que même c'est pas ce qui va manquer à cette équipe-là l'année prochaine. Donc moi, je me interroge sur la philosophie de jeu de Thibodeau. Est-ce qu'à un moment donné, il va s'entourer aussi d'un mec pour faire autre chose que tout donner à un mec en disant t'es notre héros? Ce sera l'occasion d'une autre vidéo, on prendra le temps d'en discuter. Bien sûr. De toute façon, il y a ce truc de ça a été une saison extraordinaire. D'ailleurs, tous ceux qui ont vécu la série de victoires exceptionnelles en cours de saison, on pense à Julien et toute l'équipe de Sport West Travel où ils ont pu au printemps, enfin hiver-printemps là, suivre ces moments extraordinaires au Garden. Il y a eu un enchaînement de matchs fabuleux. C'est vrai qu'il y a cette passion qui est revenue autour de Knicks. Ça fait du bien à la NBA quand tu vois Stephen A. Smith qui arrive en début de match. Tu sens qu'il s'est passé beaucoup de choses. Bon, c'est un peu tombé hier soir comme ça en prime time, mais ça fait partie du jeu. Après, tu vois, quand je vois Hartenstein hier, Bichette, il est lessivé. Ah bah ouais, il est lessivé. Quand je vois Josh Hart, certes, qui est pété, mais à un moment donné, si le plan, alors oui, il manque Anunoby, mais le plan, c'est de faire quand même défendre Josh Hart toute une série sur Pascal Siakam. Ben oui, au bout de 5, 6, 7 matchs, Siakam, il fait 20 cm de plus et qui va le masser, même si Josh Hart, il a un cœur de bœuf. Donc, il y a quand même des choses où le courage, le hustle, plonger, se battre, ben, il faut amener d'autres choses. Quand je vois les 4 équipes qui arrivent quand même en finale de conf, je trouve que quand même il y a une profondeur de banc un peu plus importante, qu'il y a quand même des options un peu plus différentes. Voilà, il a le droit de s'en inspirer aussi. Celui qui a la meilleure déclaration par rapport à ça, c'est LeBron James dans le podcast avec JJ Redick où il disait le cœur, le talent, etc. Ça te fait passer un tour. Si tu te fais passer des tours, c'est le QI basket. Voilà, donc c'est aussi comme ça qu'on pourrait, quand tu dis QI basket, c'est aussi une manière de jouer. Bon, ok, d'accord, pour les Knicks, comme on l'a dit, hein, je pense que mercredi, on essaiera de se faire un gros truc dans Clutch avec Rémi, où on se fera une vidéo un peu plus tard, le jour où Thibodeau est prolongé, on pourra se poser la question de tout ça avec un petit peu plus de recul, en espérant que Jalen Brunson revienne de sa fracture à la main forte. Hein, quand même. Il va prendre quoi, un mois et demi? Je ne suis vraiment pas médecin, ça c'est Nico qui pourrait nous dire combien de temps il sera sur le côté. Bon, il sera là l'année prochaine, Jalen Brunson, il n'y a pas de sujet. Alors, de l'autre côté, les Celtics se sont qualifiés de manière tranquille, bien sûr, avec une lignée simpliste, puisqu'ils ont battu Miami sans Jimmy Butler, puisqu'ils ont battu les Cavs sans Jarrett Allen et sans Donovan Mitchell sur la fin de la série. Simple pour eux. Ils sont maintenant en finale de conférence avec un boulevard, encore une fois, avec les Pacers. Voici les clés de la série. On va regarder ça ensemble. On a regardé 3 choses qui peuvent être très intéressantes. Donc, la première, c'est Porzingis. On va en parler. Va-t-il revenir? Dans quel état? Et qu'est-ce que ça va changer s'il est là ou pas? Le mental de Boston, bien sûr. Il y a la plupart des gens observateurs de la NBA qui ont envie qu'il tombe. On le ressent bien sur tous les réseaux. Et enfin, gagner la bataille du rythme. On y reviendra à la fin, puisque les Pacers gagnent par le rythme et maintenant par leur défense. Première question, Porzingis. Il n'y a pas d'infos, hein, les gars. Est-ce que sans Porzingis, Boston est largement favori dans cette série, Nico? Il loupe les 2 premiers matchs déjà. C'est ce que j'ai vu hier. Il ne jouera pas les matchs 1 et 2, ça c'est quasiment sûr. C'est dur parce qu'encore une fois, là, c'est le genre de truc que tu vas regarder sur le match-up. Et je pense que là, cette année, la pire match-up je ne sais même pas s'ils ont battu Boston. Ah si, ils ont mis 50 en début de saison. Mais après, ils se sont fait dégommer, je crois, au play-in. On a fait du play-in, un truc comme ça. Indiana les a dégommés, je crois. Oui, en demi-finale. Demi-finale. Non, c'était les Bucks, non? Non, les Bucks, c'est en quart de finale. Et je crois que c'est les Bucks qui tapent en demi. En quart, ouais. Ils tapent les Celtics en demi. Je vous dis ça tout de suite. Je suis dessus. Tac. Ils ont joué 5 fois cette saison. C'est bien ça. Celtics, Pacers, donc, ont gagné de 12. C'était en décembre. Donc, ça devait être ça. Et ensuite, Celtics, Pacers, Celtics. Donc, il y a 3-2 en faveur des Celtics. Avec des matchs serrés, ouais. Dont la plupart sont serrés d'ailleurs. Mais il n'y en a pas un de 50 ? C'est ça, 155, 104 le 2 novembre.
Ouais. Vache. Ouais. Bon, c'était au début, d'accord. Oui, c'était il y a longtemps. Mais non, bah ça, après, le truc qui est impressionnant avec Boston, c'est que chacun respecte son spacing. Ils sont en place. Eux, ils sont plus en place que. Enfin, ils sont ce que je pensais de Denver. Et eux, ils sont vraiment en place. Dans un spacing, dans une discipline, c'est vraiment impressionnant ce que fait Boston. C'est pour ça, en fait, ça paraît facile, parce qu'ils se rendent des choses faciles. Ils sont d'une discipline que j'ai jamais vue auparavant. Et c'est l'équipe la plus disciplinée de la NBA. Et c'est pour ça qu'en fait, ça paraît tellement simple. On se dit, oh, il n'y a pas de. Non. Ils sont disciplinés. Chacun sait ce qu'il a à faire dans son espace. Ils ne se marchent pas les uns sur les autres. Est-ce que Porzingis va manquer? Peut-être oui. Il faut voir comment Horford arrive à gérer Turner. Parce que Turner peut être un impact aussi intéressant sur les. Comment dire, sur les matchs, surtout contre les Knicks. Mais justement, je pense que Porzingis peut faire chier Turner. Et peut gagner son match-up sur Turner. Ce serait intéressant en attendant de le voir. Erwan, je te pose la question. Tu disais, Nico, qu'ils étaient vachement en place, mais bon, on a tellement l'impression personne les a mis dans leur retranchement qu'on ne sait pas ce qu'ils ont dans le ventre. Donc, je te pose la même question qu'à Nico. Est-ce que sans Porzingis, si on ne voit pas Porzingis de la série, est-ce qu'il y a vraiment un tel écart avec cette équipe d'Indiana? Moi, j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire non parce que Boston, pour moi, est une équipe supérieure, certes, mais le parcours d'Indiana est tellement... Il y a un peu de Miami dans Indiana cette année. Ils sortent les Bucks, ils sortent les Knicks, qui sont deuxièmes avec l'avantage du terrain. Ils sont menés. Ils sont menés quasiment toute la série. La première fois ils sont menés, Indiana, où ils mènent Indiana, c'est au match 7. Ils ont un côté, ils sont portés complètement. Donc, et puis pour moi, la paire Siakam, Miles Turner, même les rotations à l'intérieur, c'est très... Ils vont mettre un vrai combat là-dessus. Et déjà, sur les deux premiers matchs, tu n'as pas le grand Porzingis qui, quand même, par sa taille, par sa dissuasion, il fait quand même pas mal de taf. Et derrière, il y a Al Horford qui va être vaillant, certes, mais Al Horford, il a mon âge, quoi. Donc ça va être un secteur de jeu compliqué, sachant qu'après, ils ont toujours les experts de défenseurs extérieurs qui vont mettre des pressions incroyables. Et je veux voir Boston, comment Boston va réagir. Pour l'instant, Boston, ils font des playoffs de sénateurs, mais ils n'ont pas eu besoin de faire plus. On va pas leur cracher dessus pour ça, voilà. Ils ont fait certainement pas. Au bout d'un moment, ils sont supérieurs. Ils ont perdu 2 fois le match de... Ils ont lâché deux fois des matchs chez eux, mais derrière, ils ont chaque fois su réagir. Ouais, ils cruisent peut-être trop facilement. Donc, je veux voir entre une équipe qui, pour l'instant, vit des playoffs tranquille par rapport à une équipe qui arrive qui a vécu deux séries, 2 guerres énormes et qui les a gagnées et qui arrive au Garden avec on a peur de rien. Donc ça, pour moi, c'est tranquille. C'est tranquille. Pourquoi? Parce qu'ils font le boulot pour que ça soit tranquille ou parce que les adversaires n'avaient pas de résistance. Ils sont vraiment limités pour moi, les adversaires. C'est une bonne question, mais j'ai quand même pas l'impression qu'ils aient été poussés dans leur retranchement. Franchement, Miami sans Butler. Tu perds tes meilleurs joueurs. Après, on sait que les Celtics, de toute façon, Nico, tu as raison, c'est discipliné, tout est fait, le spacing est parfait. On le sait, ça. Mais justement, même dans ces équipes-là où tout est parfaitement huilé, bon, mais des fois, tu te fais rentrer dans la gueule, tu prends un bump, tu vois, quand tu coupes Peinard et tout face à Miami parce que Butler, il est plus là et que c'est Tyler Herro qui défend sur toi. Là, quand tu fais un premier bump et que t'as Naismith, il te met un cachou. Bon, oula, d'accord, ok, bon, le spacing là, je suis déjà un peu en retard sur la sortie d'écran. Enfin, je t'apprends rien, Nico. Donc, je veux voir comment ils vont répondre à cette guerre. Parce que pour moi, le questionnement qu'on a, et depuis le début de l'année, même et depuis quelques temps autour de Jason Tatum et Jaylen Brown, c'est dans le combat, dans la guerre, comment ils vont être. Alors, et là, on va voir aussi l'apport de Jrue Holiday. Ça va être fantastique. Alors justement, ça nous amène à la deuxième clé de la série. Tout le monde a envie de voir Boston tomber. On a tous cette sensation-là, au vu de leur saison régulière exceptionnelle. On a tous des doutes en se disant, est-ce qu'ils vont être capables, enfin, de gagner ce titre dans le cycle de Jason Tatum et Jaylen Brown, multiples fois en finale de conférence, la finale face aux Warriors en 2022. C'est une équipe magnifique. Brad Stevens a amené Jrue Holiday et Porzingis pour amener pour que en fait, l'équipe soit parfaitement équilibrée. C'est le meilleur 5 de toute la NBA. On peut être dithyrambique autant qu'on veut sur cette équipe. C'est maintenant qu'on va voir ce qu'ils ont dans le ventre, puisque en face, il y a une équipe qui va leur rentrer dedans et qui, si Boston doit passer, d'après moi, ils doivent être largement plus forts. On a vraiment cette sensation-là. Mais ça peut paraître injuste ce que tu dis. C'est là qu'on les attend maintenant. Presque tout ce que vous avez fait avant, ça compte presque pas parce que c'est votre ordre de vérité. Il va être maintenant. Il va être surtout au vu du boulevard qu'il y a. Il va être sur les 2 prochains tours. C'est finale de conf et ça va être potentiellement finale NBA. Ça peut paraître injuste, mais c'est la réalité
quand tu joues aux Celtics, quand tu joues aux Lakers, quand tu joues dans ces grandes franchises comme ça, c'est la réalité de ces mecs-là. Tout ce que tu peux faire avant, si ça ne t'amène pas à minima dans une finale NBA, évidemment qu'on va te tomber dessus et tu pourras nous sortir ce que tu veux. Oui, mais en saison régulière, on a quand même fait ci. Oui, mais ils font finale, ils étaient jeunes contre les Warriors. Oui, mais depuis 2017, c'est leur 5e finale de conférence. Tout ça, en fait, ça sera du pipi de chat quand tu joues aux Celtics. Aujourd'hui, les attentes autour de Jaylen Brown et Jason Tatum, c'est messieurs, écrivez l'histoire comme Paul Pierce l'a fait, comme Larry Bird l'a fait, comme Bob Cousy et Bill Russell l'a fait. C'est la vérité. C'est ce qu'on attend de ces mecs-là. Nico, ils ont ça en eux ou pas? Tatum, il a ça en lui? Il a ça en lui de passer le cap là et d'aller chercher le titre? Lui, il le montrait maintenant. Non, mais c'est vrai. Il l'a montré comme il y a 2 ans, quand ils vont gagner le match 7 à Miami. Et Miami au complet, il a montré qu'il pouvait être ce gars-là quand même. Et mais là, avec tout le respect que j'ai pour Indiana, personne ne les attendait là. C'est pas le match-up qu'on attendait. Ils attendaient plus des Milwaukee, des Knicks, nous, enfin des trucs comme ça. Et là, je pense qu'il a peut-être une surpression par rapport à ce que ça devait être, mais il n'a pas le choix. Là, il est fort. Je pense qu'il a passé un cap cette année. Il sait ce qu'il doit faire. Mais je pense qu'ils vont faire le boulot quand même. Je pense qu'ils vont faire le travail quand même. Ils vont peut-être en perdre un. Ça m'étonnerait qu'ils en perdent un à domicile cette fois-ci. Enfin, Indiana va être costaud, va aller les chercher, mais Holiday, je pense pas que Liberton ait rencontré un Holiday pour l'instant. Eh ben, super, tu veux qu'on parle de ça? Par exemple. C'est passionnant, parlons de ça. Ou un Derrick White. Hein. Ou un Derrick White. Troisième clé, c'est gagner la bataille du rythme. Et quand je dis ça, c'est parce qu'on a 2 équipes aux antipodes. Vous avez l'équipe qui court, l'équipe d'attaque, c'est les Pacers. Et l'autre en face, les Celtics sont l'équipe qui ont le pace le plus bas de tous les playoffs parce qu'ils sont dans un jeu hyper léché, qui sont sûrs de leur force. Alors, Erwan, la question que je me pose là maintenant, c'est si les Pacers le font, c'est qu'on aura eu de la grosse défense, des money time bien gérés, de l'adresse à domicile, de l'adresse absolument, mais surtout qu'ils arrivent à impacter cette équipe par leur manière de jouer. On en a beaucoup parlé avec les Wolves, jouer grand, mais ne pas se travestir, continuer à courir. C'est comme ça qu'ils gagneront. De toute façon, ils ne pourront gagner que comme ça, que comme tu viens de le dire, sur de la course, sur de la défense et sur des crises d'adresse. Parce que même déjà contre New York, ils gagnent par des crises d'adresse. Et un match 3 qui aurait pu tout changer. Hein. Et le match 3, le tir de Nembhard, là, alors qu'il vient d'en rater 2 ouverts, il en met un après dribble à 45, à 9 mètres. Celui-là, il change la série complètement. Bien sûr. Donc, de toute façon, les Pacers ont besoin d'adresse, auront besoin d'une adresse plus. Maintenant, ils sortent d'une série et d'un match 7 où, par rapport à ça, il y a quand même eu des crises d'adresse qu'on voit, on se dit, oula, hier, quand il met des tirs, on fait ouf. Ils mettent des tartes. Maintenant, dans un match où ils arrivent à courir et faire leur jeu tranquille. Maintenant, je pense qu'ils vont quand même prendre des pressions défensives. Et là, je rejoins Nico qui n'ont pas encore pris. Je pense qu'Haliburton, par l'impact qu'il a, par le wawa qu'il a aussi, mais on adore ça. Je pense que Derrick White et Jrue Holiday, ils ont dû regarder le match ensemble en se disant, toi, mon kiki, on va t'attendre sur les 2 premiers matchs au Garden, tu vas comprendre ta douleur. Bon, du coup, vraiment avantage au moins. Mais tu sais, il y a une match-up hyper intéressante en sortie de banc qui très sous-estimée, qui pourrait être très intéressante, c'est McConnell contre Pritchard. C'est 2 mecs, donc tu regardes pas forcément les stats, mais qui ont un putain d'impact. Toi, c'est 2 petits meneurs. Voilà. Tu vas pas forcément regarder, mais qui ont vraiment un énorme impact. McConnell était exceptionnel pendant la série. Exceptionnel. Il fait partie des game changers, clairement. Fantastique. Mais dans son rôle, Pritchard est quasiment la même chose. Hein. Donc, les 2 face à face, parce que c'est 2 têtes de cons, qui vont se rentrer. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils s'en foutent à un moment donné, quand même. Hein. Je pense que ça va se rentrer dedans à un moment donné. Les Irish. Ce match-up est intéressant à voir. Ça, c'est vrai que c'est bien que tu parles de ça. Alors, c'est père et fils, sachant que fils, lui, peut tirer à plus de 4 mètres. L'avantage, c'est que CJ McCollum, il n'a pas besoin de tirer de loin. Ouais. Fito, quel match exceptionnel. On ne tire jamais à 3 points. Si, ça lui arrive. Ouais, mais il fait pas grand ouvert. Ouais, il fait pas exprès. Grand ouvert. Lui, son délire, c'est pénétration à 2000 et il se Oui, il est exceptionnel en défense. Je t'ai pas dit que c'était Mark Price. Hein, oui. Ah ouais, je te confirme, ça ne l'est pas. Hein. Mais McConnell peut changer la série. Mais c'est vrai qu'il y a l'espèce de... Bon, après, quand tu gagnes, c'est toujours plus simple de dire ça. Mais la chimie des Pacers, franchement, devrait leur permettre d'aller chercher au moins les 2 matchs. Sûrement le match 2, puisque c'est une tradition, apparemment, dans ce round de playoff, de perdre le match 2. Regardons les cotes. Comme ça, on va voir ce que les traders nous disent. Et Erwan, tu vas pouvoir nous dire, toi, qui est-ce que tu vois? Boston, match 1, largement favori, 1,20, 4,40 Indiana. Normal. Boston sur la série,
1-10. Indiana 6-25. Comme toujours, hein, vous savez que c'est interdit aux mineurs. On fait gaffe, on joue l'argent qu'on peut perdre. Ça comporte des risques de jouer. Erwan, bon, tout le monde dit Boston. Franchement, Bon, les Celtics largement. Match 1, je vais sur le Celtics. ça, okay. De manière générale, sur la série, je vais aussi sur Boston. Okay. Je vois Boston s'imposer 4-1. 4-1. Ici, moi je dis 4-2. J'ai envie de croire que. J'ai envie qu'il y ait 2-2 en fait. Il y en a qui ont J'ai envie qu'il y ait un match 7 moi aussi. Oui, moi aussi, mais dans un truc un peu rationnel, j'ai envie qu'ils prennent un des 2 premiers matchs, les Pacers à l'extérieur, et qu'ils arrivent à en gagner un des 2 à la maison et qu'on soit à 2-2. Ensuite, advienne que pourra, mais on est là pour voir au meilleur des 3. Au meilleur des 3, comme on dit. Un petit prono, cher Nico, qui va en finale NBA, Boston largement. Pardon, excuse-moi. Un petit prono qui va en finale NBA. Boston. Ok, Boston. Même. Boston, très bien. Sache que 82% des gens sur Twitch disent Boston. C'est normal, c'est une énorme cote. Au bout d'un moment, bien ils sont meilleure équipe de la, ce sera un choc, de la saison régulière. Ah non, pour moi, 85% sur YouTube. Ils n'ont aucune excuse. Hein. Je te dis, s'ils ne passent pas, peu importe, ils n'ont aucune excuse. Entre les blessés et l'adversaire, waouh. Écoute. Boston, c'est à toi de réagir. C'est à toi de nous montrer que t'es la meilleure équipe de l'Est et d'aller affronter les Wolves ou les Mavs en finale, ce qui serait une finale de nouveau, puisque c'est un nouveau projet qui va gagner. Il y aura sûrement un nouveau... c'est sûr d'ailleurs, il y aura un nouveau MVP des finales. C'est vrai, ça. Ça va être très très cool. Ça, c'est les petits trucs excitants. Une fois qu'on a passé la déception de voir son équipe favori éliminée. On aura un nouveau mec, un MVP des finales. Souvent, on dit, tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on n'a pas gagné comme avec Jokic l'année dernière. Bon, voilà, là, il y aura un mec qui aura un nouveau statut, quoi qu'il arrive, MVP des finales. MVP des finales et champion. Voilà pour l'Est. Il y a une vidéo sur la conférence Ouest qu'on a mis hier. Si tu veux regarder ça, ça se passe en replay, comme d'hab.